Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la santé et sécurité au travail organisé dans le cadre du partenariat entre l'UPV, la DETS, la CARSAT Sud-Est et la IST 83. Ce rendez-vous de la santé et sécurité va aborder aujourd'hui le thème du risque bruit et plus précisément comment évaluer et prévenir le bruit en entreprise et en milieu professionnel et comment engager des actions et les évaluer. Le bruit constitue une nuisance majeure dans le milieu professionnel. En France, plus de 3 millions de salariés sont exposés sur leur lieu de travail de manière prolongée à des niveaux de bruit potentiellement nocifs. Le bruit est reconnu comme cause de maladie professionnelle depuis 1963. Et si besoin était, le risque bruit doit figurer dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DUER. Alors, ce rendez-vous de la santé et sécurité au travail a pour objectif de faire un point sur le cadre réglementaire, les obligations, et notamment de définir le bruit et ses effets sur la santé, de repérer les méthodes d'évaluation du bruit, d'identifier les techniques de réduction et d'exposition au bruit, et de réaliser un suivi des mesures mises en place. Alors, pour aborder tous ces volets et répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Villadoma, de la DETS du Var, Isabelle Compiègne, de la CARSAT Sud-Est, Véronique Lyons pour la IST 83 et Thomas Bonzon de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Je remercie nos partenaires, je remercie nos intervenants. N'hésitez pas à poser vos questions avec le chat qui se trouve à droite de votre écran. Place au rendez-vous de la santé et sécurité et je passe la parole à Isabelle. Merci à vous. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on se retrouve pour ce nouveau webinaire et en se faisant en aparté, l'idée qu'on est au 30e rendez-vous santé-sécurité au travail. Comme Philippe le dit, on est vraiment sur un risque aujourd'hui physique qu'on retrouve dans les entreprises, sur lequel l'évaluation a une importance fondamentale parce que derrière le risque bruit, il y a effectivement des effets sur la santé, mais également des effets tout simplement sur l'organisation du travail, parce que le bruit est aussi un indésirable dans un cadre de travail. Donc, au travers de ce webinaire, on abordera, comme disait Monsieur le maire, l'ensemble des effets sur la santé par rapport au bruit, mais également les méthodes d'évaluation. Et nous aurons l'occasion également de traiter un cas pratique, parce que nous accueillons aussi autour de ce webinaire Thomas Bonzon, qui est de la CARSAT Languedoc-Roussillon, qui fait partie du Centre interrégional de métrologie, et qui pourra nous parler d'un cas pratique autour des open space et autour effectivement du bruit dans les bureaux. Éléments qui nous concernent normalement à peu près tous. Alors, on retrouve bien évidemment Véronique Lyons, auquel je vais laisser la parole de suite, de l'IST 83, et puis également Evelyne Villadoma, de la DETS, qui abordera ce volet réglementaire. N'hésitez pas à poser vos questions tout le long de ce webinaire, nous y répondrons, sachant qu'on a déjà quelques questions qui sont de côté et je les soumettrai à nos intervenants. Je laisse la parole à Véronique de la IST 83. Alors, bonjour à tous. Oui, donc alors le bruit, on va commencer par quelques chiffres. C'est quand même un salarié sur 5 qui déclare ne pas pouvoir entendre une personne qui lui parle. C'est quand même aussi 27% des salariés qui sont considérés comme exposés à des bruits excessifs. Le bruit, c'est aussi la cause de 700 surdité professionnelles qui sont reconnues chaque année. C'est la 5e cause de maladie professionnelle. Alors, bien derrière les troubles musculo-squelettiques, mais c'est quand même pas anecdotique. Et il faut savoir quand même que le coût moyen d'une surdité professionnelle s'élève à 100 000 €. Alors, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est le bruit? Le bruit, c'est une vibration de l'air qui se propage. Alors, on parle de son quand il entraîne une sensation agréable, comme la musique, le chant des oiseaux. On parle de bruit, par contre, quand il est désagréable. Alors, une petite illustration sur la droite. C'est vraiment très subjectif. On peut parler de son pour de la musique ou de bruit selon que, pour nous, cette musique est désagréable. Alors, cette sensation, elle est d'autant plus gênante que le bruit est intense, s'il est long, s'il est aigu, impulsif. Et puis, je rappelle que le bruit, il n'est pas volontaire, c'est le résultat d'une activité. Alors, le bruit se caractérise par différents paramètres. Le premier paramètre, c'est l'intensité, on le mesure en décibels. On utilise donc des pondérations, la pondération A et la pondération C.
qu'on va retrouver finalement, ces pondérations, on va les retrouver dans le Code du travail. Donc, la pondération A, c'est le filtre en fait, qui reproduit le comportement de l'oreille normale moyenne, une intensité perçue identique à celle de 40 décibels à 1 kHz. Et la pondération C, c'est plutôt un filtre qui correspond au comportement de l'oreille humaine pour des intensités sonores beaucoup plus élevées, notamment tout ce qui est bruit impulsif. Alors, une petite représentation, une échelle de bruit qui vous permet de voir que quand même la sonnerie du téléphone, ça peut aller jusqu'à 70 décibels. Une tondeuse à gazon, on est dans les 90 décibels. On arrive sur des seuils de danger à partir de 90 à 95 décibels. Et le seuil de la douleur, il est à 120 décibels. Donc, sachez que quand vous êtes soumis à un bruit et que vous avez mal aux oreilles, vous pouvez vous dire que le bruit est à 120 décibels. Autre caractéristique du bruit, c'est sa fréquence. Plus la variation de la vibration est rapide et plus on est sur des fréquences élevées, et auquel cas on parle de bruit aigu. Et quand la variation est plutôt lente et la fréquence est faible, on parle plutôt de bruit grave. Et on va voir que ça a quand même son importance selon qu'on a des bruits aigus ou des bruits graves. Sur ce schéma, je vous ai représenté le domaine de l'audibilité. L'être humain entend tous les bruits entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, entre 20 Hz et 200 Hz, on parle de sons graves. Entre 200 Hz et 2000 Hz, on est plutôt sur les sons médiums. Et entre 2000 et 20 000 Hz, on est sur les sons aigus. En deçà de 20 Hz et au-delà de 20 000 Hz, nous n'entendons pas les bruits. Et on parle soit d'infrasons pour les bruits et les sons inférieurs à 20 Hz, soit d'ultrasons au-delà de 20 000 Hz. Alors, comment entend-on? Voilà un petit schéma de l'oreille. L'oreille, c'est un organe qui est quand même complexe, qui est composé de 3 parties. Une oreille externe, une oreille moyenne et une oreille interne. Donc, la vibration de l'air va être captée au niveau du pavillon de l'oreille, conduit à travers le conduit auditif. Et cette vibration va entraîner la vibration du tympan, qui lui-même va faire vibrer toute la chaîne des osselets, qu'on connaît bien, marteau, enclume, étrier, pour arriver sur une vibration dans un milieu liquide qui est dans l'oreille interne. Et le siège de l'audition, en fait, c'est l'organe, c'est la cochlée. C'est un petit, on pourrait vous représenter la coquille d'un escargot où l'intérieur est tapissé de petites cellules qu'on peut représenter comme des petits cils, des petits poils, qui baignent dans un milieu liquide. Et la vibration de ce milieu liquide va transmettre la vibration aux cils. Et à travers le nerf auditif, on va avoir une transformation finalement de la vibration en un signal électrique qui va être transmis au niveau du cerveau. Voilà comment on entend. Au niveau de l'addition des bruits, le bruit, c'est quand même une notion un peu complexe où 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Donc, vous pouvez voir ici pour un opérateur avec un marteau-piqueur qui émet à 80 décibels, si on met en présence deux salariés avec un marteau-piqueur, on ne va pas avoir une addition des bruits telle 80 plus 80 égale 160, mais une addition des bruits logarithmique et le bruit va être égal à 83 décibels. Donc, à chaque fois qu'on rajoute une machine de même intensité avec la même fréquence, on augmente le bruit seulement de 3 décibels. Donc, il faut être quand même très vigilant à ce niveau-là. Donc, je vous ai fait les calculs à chaque fois qu'on rajoute une machine. Donc, vous voyez, pour une machine, on est à 80, pour 2, on est à 83, pour 3, on est à 85, et pour 4, on est à 86, et ainsi de suite. Donc, on est bien sur une échelle logarithmique. Bien entendu, cette règle n'est valable que pour les machines ayant les mêmes niveaux sonores.
Donc, c'est une notion qui est importante et à connaître, cette addition des bruits, parce que nous, en service de santé au travail, qu'on fait une évaluation et qu'on propose des préconisations pour améliorer les conditions de travail, notamment par une diminution du niveau de bruit. Très souvent, l'employeur nous fait la remarque, mais j'ai mis en place des panneaux acoustiques, j'ai réduit le niveau de bruit de mes machines et finalement, l'évaluation, on n'a perdu que 2 décibels. Il faut savoir que perdre 2 décibels, c'est énorme. Alors maintenant, on va passer au bruit et ses effets sur la santé. Alors les premiers effets qu'on connaît, bien entendu, ce sont les effets sur l'audition. Donc, une exposition au bruit, on commence par de la fatigue auditive. Alors, il faut savoir que la fatigue auditive, c'est un stade où on peut récupérer. En fait, les cellules se fatiguent, mais après une nuit au repos ou un temps de repos au niveau de l'oreille, on récupère son audition. Quand l'exposition est plus importante, que ce soit en termes d'intensité ou en termes de temps, on arrive sur de la perte auditive. Alors, la perte auditive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos cellules ciliées, elles commencent à mourir. Je fais toujours le parallèle des cellules ciliées avec les neurones. Une fois qu'elles sont perdues, on ne les récupère pas. Donc, c'est comme ça que s'installe progressivement la surdité. Et donc, on arrive après une perte auditive au stade de la surdité, qui est une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau numéro 42. Et comme je vous disais, c'est la pathologie la plus fréquente après les troubles musculo-squelettiques. Alors, une petite représentation sur les cellules. On en a à peu près 16 000 dans les oreilles, au niveau de la cochlée. Si on les sollicite trop longtemps et de façon trop intense, on arrive à une destruction progressive puis irrémédiable de ces cellules et c'est comme ça que s'installe la surdité. Alors, il y a différents stades d'atteinte auditive. Je vous ai remis sur la gauche un audiogramme, c'est-à-dire un examen médical qui permet de détecter les différents stades de l'atteinte auditive. Le stade 1, c'est la courbe qui est représentée en orange. Donc, le sujet ne se rend pas encore compte de sa perte d'audition, tout simplement parce que les fréquences de la parole sont peu touchées. Donc, la fréquence de la parole, je vous les ai représentées sur le graphe, c'est la partie qui est en bleu. Donc, on voit bien que la perte auditive, elle est vraiment minime sur cette partie-là. Quand on atteint le stade 2 de l'atteinte auditive, donc là, les fréquences aiguës commencent à être touchées, notamment celles de la conversation. Et c'est là qu'on commence à devenir un peu dur d'oreille. On ne comprend pas plus distinctement ce qui se dit. Et très souvent, on fait répéter la personne qui est en train de nous parler. Et puis le stade 3, donc là, on est sur le cas d'une surdité profonde et irréversible. Donc, on voit que les fréquences aiguës, finalement, la fréquence 4000 Hz est très touchée, puisque ça veut dire qu'il faut qu'on vous envoie un signal sonore de au moins 100 décibels au niveau du casque, au niveau de l'audiogramme, pour que vous puissiez entendre. Et on voit bien là que les fréquences de la parole sont bien touchées. Alors, je vous ai fait le petit calcul, c'est beaucoup plus parlant par rapport au calcul qui est donné dans le tableau de maladies professionnelles, qui permet de calculer le déficit moyen. Donc, en fait, on prend la perte auditive sur les fréquences 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz. On en fait la moyenne et ça nous donne le déficit moyen. Et pour pouvoir prétendre à déclarer une maladie professionnelle, il faut que ce déficit moyen soit au moins égal à 35 décibels et sur la meilleure oreille. Alors ça, c'est une notion qui est très importante parce que ça veut dire que l'autre oreille est pire. Alors, je vous ai fait le calcul selon les différents stades dont je vous ai parlé dans la diapo précédente. Sur un stade 1, le déficit moyen n'est que de 13,75. Sur un stade 2, donc on a vu qu'on commence déjà à avoir
à être un peu dur d'oreille, le déficit moyen est à 31, donc on n'atteint toujours pas le déficit moyen pour lequel on peut déclarer une maladie professionnelle. Et le stade 3, on voit que le déficit moyen est quand même de 75 décibels. Autant vous dire que là, on est complètement sourd et pas forcément appareillé. Alors, on a vu les effets auditifs, mais le bruit, alors on n'en parle pas trop, mais ça a quand même des effets extra-auditifs. Alors, ça a des effets neuropsychiques, cognitifs. Quand une personne, un salarié est soumis au bruit, très souvent il a des céphalées. Alors, céphalée, c'est un mot un peu technique, on va dire, c'est les maux de tête. On est plus irritable, on est plus anxieux, on a des troubles de l'humeur, on a des troubles de la concentration, de la mémoire, on a le sommeil perturbé. On a également des effets cardiovasculaires. Être exposé à des niveaux de bruit, ça modifie le rythme cardiaque. On observe très souvent une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, et on observe ce qu'on appelle le phénomène de vasoconstriction. Autre effet qui peut être gênant, ce sont tout ce qui est effets visuels. On a très souvent une vision nocturne perturbée. Alors, ça peut être gênant, notamment en période hivernale, quand on sort du travail, qu'on a été exposé à des niveaux de bruit un peu élevés. L'hiver, on sort de nuit, la conduite peut être difficile. On a des difficultés à apprécier la profondeur, les contrastes, et on observe très souvent une dilatation pupillaire, ce qui est gênant, notamment quand on est soumis à des niveaux, des intensités de lumière un peu importantes. Et puis, on a aussi des effets hormonaux avec des élévations des corticoïdes, des catécholamines, mais également une tendance à l'hypoglycémie. Alors, les conséquences, oui, en effet, le bruit a des conséquences au travail. Le premier risque, qui est un risque d'accident de travail, c'est le risque de ne pas entendre les signaux d'alerte. Et je pense notamment à des entreprises de logistique où il y a de la circulation de chariots élévateurs. Ne pas entendre ces chariots, ça peut être une cause d'accident. On a une altération de la qualité, de la quantité du travail effectué, notamment parce qu'on a une augmentation de la charge de travail, notamment de la charge mentale. On a une augmentation des erreurs et des conduites opératoires erronées, avec des difficultés pour se concentrer, de la fatigue, de la gêne. Et puis également des difficultés dans les relations interpersonnelles. On a une communication qui est perturbée et qui peut aller jusqu'à l'isolement du salarié parce qu'il n'arrive pas à communiquer avec ses collègues. Ça a aussi bien entendu des conséquences dans la vie sociale et familiale, avec des difficultés relationnelles, un comportement qui devient difficile et même voire agressif, puisqu'on n'arrive plus à se faire entendre ou comprendre dans sa famille. Et très souvent, on observe un isolement par la surdité. Merci beaucoup, Véronique, sur cette première présentation qui permet en tout cas de cadrer ce qu'est le bruit et les conséquences qu'on peut y rencontrer, aussi bien en termes de santé, mais également ce que tu as qualifié d'extra-auditif. On va laisser la parole à Evelyne Villadoma de la DETS pour parler justement de bruit et de réglementation. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez compris, quand on a une activité bruyante dans un milieu professionnel, embaucher que des sourds, ça ne sert à rien. On a quand même des gens qui peuvent avoir des troubles importants, physiologiques, médicaux, et donc avoir des conséquences pour la vie professionnelle et la vie de tous les jours.
Donc, la meilleure solution pour éviter de se retrouver devant ce problème-là, c'est d'essayer d'évaluer le niveau sonore dans l'entreprise pour rendre les conditions de travail plus acceptables sur le plan de la santé et de la sécurité. Donc, on retrouve notre évaluation des risques telle qu'elle est présentée bien souvent et on va réfléchir à comment faire pour faire en sorte qu'il y ait moins de bruit dans l'entreprise. Donc, on va pouvoir agir sur le matériel, le choix du matériel. On a du matériel qui est bruyant, donc on peut le changer pour avoir un matériel moins bruyant quand on a repéré ce qui est source de désagrément, source d'aggravation du bruit. On peut aussi le déplacer en coffret pour avoir moins de bruit. On peut agir sur la maintenance du matériel bien maintenu, va moins grincer, il y aura moins de sons parasites. On va travailler sur l'organisation du travail et des locaux de travail. On va faire en sorte qu'il y ait pas ou peu de personnes exposées à des bruits qui sont importants. On va essayer de faire tourner les gens sur des postes de travail bruyants. On va travailler sur les méthodes de travail. Et si tout ça n'est pas suffisant, on va se pencher sur la question du port des épis. Équipement de protection individuelle qui, comme dans tous les autres risques, sont à mettre en place quand toutes les solutions techniques pour baisser le bruit sont épuisées. On va d'abord protéger les gens, donc on va peut-être donner des épis qui seront adaptés, et ensuite on va tout faire pour faire en sorte que le bruit soit le moins possible. Ensuite, le code du travail. Donc, des définitions. Les niveaux d'exposition, je ne vais pas les lire, vous allez les lire vous-même. Donc, vous savez que le Code du travail, comme tous les textes de loi, sont des textes qui sont basés sur la science, mais aussi sur des négociations entre les partenaires sociaux, voire sur des votes au Parlement. Et les scientifiques nous ont fait la matière des définitions. Où intervient le domaine de la négociation, ça va être sur quand on amène les épis, quand est-ce qu'on pose des règles plus strictes. Donc, on va définir le bruit reçu par les salariés sur une moyenne de travail de 8 heures. Et c'est un niveau sonore qui s'exprime en décibels pondérés A. Comme disait Véronique tout à l'heure, c'est le son qui est le plus proche de ce que perçoit l'oreille interne. Donc, il y a des sons qui sont moyens sur la journée, et puis il peut y avoir un bruit qui est court et puissant. Ça va être, je ne sais pas, un choc sur une partie métallique, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle un son en crête. En crête, parce qu'il dépasse de la moyenne. Il correspond à la valeur maximale instantanée qui est analysée en décibels C, s'il te plaît. Donc, on a le Code du travail qui définit des valeurs limites d'exposition. Quand on parle de valeur limite d'exposition, c'est vraiment une valeur limite. Et il y a des valeurs qui sont à ne jamais dépasser. Il y a des valeurs qui enclenchent une
une action. Il y a d'autres valeurs pour lesquelles il va falloir vraiment agir sur la suppression ou la réduction du bruit. Donc, notre valeur, si on commence par la case du milieu, la valeur d'exposition, elle va être de 80 décibels par jour et avec des crêtes à 135. Et là, on va avoir mettre en place des protecteurs et on va avoir une évaluation des bruits. La valeur limite, première case, 87 décibels avec un niveau de crête de 140. C'est vraiment très fort, ça, 140. On ne le dépasse jamais. Et là, on va porter évidemment des protecteurs. Ensuite, on a des valeurs limites qui déclenchent des actions. Donc, on a vu 80 décibels par jour où on met en place des protecteurs qui sont portés ou pas, c'est facultatif. À partir du moment où on arrive aux 85 décibels par jour ou à un bruit de crête ponctuel de 137, là, il faut impérativement faire des actions correctives qui seront des protections collectives. Diapo suivant. J'ai voulu remettre ce tableau-là qui maintenant peut être plus concret. Vous voyez qu'au niveau 80 décibels, on est dans une rue bruyante. Si on se promène sur une avenue où il y a beaucoup de circulation, par exemple le boulevard de Strasbourg à Toulon, on peut être gêné par le bruit et par moments, ça peut être désagréable. Le bruit de crête, ça sera quand il y aura l'ambulance qui va passer ou les pompiers avec le gyrophare et qui sera et l'alarme qui fonctionnera. 90, la tondeuse à gazon de votre voisin dans le jardin à côté de la maison, ça peut être carrément insupportable. Donc, vous voyez mieux ce que ça peut représenter. Diapo suivante. Le bruit, c'est une dose. On reçoit une dose de bruit dans la journée et on va avoir des durées d'exposition qui, comme pour les rayonnements ionisants, par exemple, vont être en fonction, vont définir des durées d'exposition. Donc, vous voyez sur ce tableau, on est à 80 décibels pendant 8 heures. 83, vous vous souvenez, Véronique vous a dit que c'était 2 machines à 80 décibels, ça fait 83 décibels. Et bien dans ce cas-là, sans protecteur, on va être à 4 heures d'exposition, donc une demi-journée. Et si on continue comme ça, on peut arriver avec 98 décibels dans une menuiserie, par exemple, à avoir la dose quotidienne en 7 minutes et demie. Donc, c'est des valeurs qui sont exponentielles, comme dit Véronique tout à l'heure, mais qui sont rarement respectées dans une entreprise. Vous n'avez pas un menuisier qui travaillerait sans protection, qui travaillerait 7 minutes dans la journée. Donc, c'est important de savoir ça et de voir que finalement, on arrive vite à des durées limitées de travail au niveau d'exposition qui sont finalement très courants dans les entreprises. Ensuite, attends, Isabelle, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Il y a les protections individuelles. Une protection individuelle, elle est efficace si elle est bien portée et toujours portée. Vous voyez qu'une très bonne protection individuelle qui serait portée que pendant quelques heures dans la journée, eh bien, elle ne protège pas. On est à 98 dans la menuiserie.
Il suffit de ne pas porter ces protections ou de mal les porter pendant un quart d'heure, 7 minutes et demie, pour avoir atteint sa dose, alors que les protections sont portées pendant l'essentiel de la journée. Donc, il est important que ces protections elles soient adaptées, bien portées, avec des gens qui sont formés sur les risques liés au bruit. Diapo suivante, Isabelle. Donc, l'évaluation des bruits, c'est quelque chose de particulier parce que le bruit, c'est quelque chose de très technique et il ne suffit pas de dire, bon, comme ça, j'ai l'impression, je dois forcer la voix pour parler à mes collègues, donc j'ai fait mon évaluation. Il y a du bruit qui n'est pas à un niveau bas, parce que je dois forcer la voix pour parler à mes collègues. Ce n'est pas une évaluation. Le Code du travail, dans des textes spécifiques sur le risque bruit, dit qu'on évalue et si nécessaire, on mesure les niveaux de bruit et il définit ce qu'on doit faire. Donc, déterminer les paramètres physiques définis à l'article R44 31.1, constater si dans une situation donnée, les valeurs limites sont atteintes ou dépassées. Par exemple, je travaille dans une chaudronnerie, c'est calme, mais c'est calme pendant un certain temps, mais on va taper sur du métal. Donc, on va avoir des bruits quand on travaille vraiment, qui vont être des bruits qui arrivent à des niveaux de crête, mais sur un plateau et pas sur une crête. Donc, les valeurs limites seront dépassées très rapidement. Les résultats de cette évaluation et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible de permettre la consultation par une durée de 10 ans. Donc, vous avez tous vu qu'il y avait des évolutions sur les textes en matière notamment de DUERP, où il peut être déposé sur un support dématérialisé et où il y aura une conservation qui sera assurée. Et il doit être communiqué au médecin du travail et tenu à disposition des IRP et de l'inspection du travail. En fonction de ces résultats que l'employeur ne peut pas obtenir tout seul parce qu'il n'a pas forcément la compétence et le matériel pour faire cette évaluation du bruit. Donc, l'employeur va définir des mesures à prendre et privilégier les mesures collectives. Isabelle. Donc, on peut être dans un endroit qui est défini comme tranquille. Mais tranquille, dans un cadre, par exemple le bureau, qui est, où il y a une secrétaire qui est toute seule dans son bureau. Si on peut en plus régler le volume de la sonnerie du téléphone, on peut être dans un environnement proche de 80, même inférieur à 80, bien inférieur à 80. Par contre, cette même secrétaire, vous la placez dans un bureau avec des gens qui passent autour, avec un copieur, avec des gens qui discutent, qui sont en fait les caractéristiques des open space, et bien la pauvre dame, elle aura des journées qui seront bien fatigantes et l'évaluation du bruit va devoir tenir compte de l'environnement de ce poste de secrétariat. Donc, le bruit, c'est quelque chose de complexe. Il faut s'entourer de spécialistes qui sauront utiliser le matériel adapté. Et il faut arriver par la formation et par les aménagements des locaux de travail à faire en sorte que les conditions de travail soient les meilleures possibles.
J'en ai fini. Merci Je vous beaucoup. remercie de votre attention. Merci beaucoup, Evelyne. Alors, ne pas oublier également, hein, c'était un des derniers rendez-vous, hein, c'est le rendez-vous précédent, santé et sécurité au travail, sur lequel on avait évoqué les facteurs de pénibilité. Et on n'oublie pas que le bruit est un des facteurs de risque en matière de pénibilité au travail. Alors, on a une transition toute trouvée également, puisque tu évoquais l'aménagement et la conception des lieux de travail. Je vais laisser la parole à Thomas Bonzon, mon collègue CARSAT Languedoc-Roussillon, qui nous fait le plaisir ce matin voilà, d'intervenir pour justement évoquer toujours ce volet réglementaire, mais cette fois-ci versant conception et aménagement des locaux. Je te laisse la parole, Thomas. Bonjour. Oui, effectivement, dans la réglementation française présente une spécificité en ce qui concerne justement l'aménagement, la conception des locaux, enfin des lieux de travail pour ce qui concerne le bruit. En fait, dans un local de travail qui est un local fermé, forcément, on a une partie du bruit qui va être réverbérée sur les parois du local, ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on se trouve en champ libre, c'est-à-dire à l'extérieur, comme on pourrait être voilà, sur le tarmac d'un aéroport ou dans un champ, etc., où le son va se propager sans rencontrer de parois. Dans un local de travail fermé, le son va rencontrer une paroi et donc se réverbérer, et une partie de l'onde incidente va revenir dans une direction différente et potentiellement, in fine, contribuer à une élévation du niveau sonore global, qui fait que pour un parc de machines qu'on mettrait en champ libre, on pourrait avoir un niveau sonore, disons, de 90 décibels. Lorsqu'on met ces machines dans un local de travail fermé avec des parois qui pourraient être réverbérantes, au lieu d'avoir 90 décibels, on pourrait se retrouver avec 93, 94 ou 95 décibels. Voilà, donc une augmentation artificielle du niveau sonore. Le Code du travail français prévoit que dans les locaux finalement dans lesquels peuvent être installées des machines qui exposent les salariés à des niveaux sonores supérieurs à 85 décibels. Voilà, dans le Code du travail français, cette valeur a été fixée à 85 décibels. Et ben, ces locaux de travail doivent être conçus et aménagés pour réduire la réverbération du bruit sur les parois et limiter la propagation du bruit vers les autres locaux. Donc, concrètement, cette injonction finalement de réduire la réverbération dans les locaux, elle se concrétise dans le Code du travail au travers de la décroissance spatiale, c'est-à-dire on prévoit, on impose des exigences en ce qui concerne la décroissance spatiale, c'est-à-dire lorsqu'on a une source dans le local et qu'on s'éloigne de cette source, le son doit décroître d'une certaine manière. Quand on est en champ libre, c'est-à-dire quand on est à l'extérieur, cette décroissance, elle est de 6 dB par doublement de la distance, c'est-à-dire à chaque fois qu'on double la distance par rapport à la source, on a une décroissance de 6 décibels. Lorsqu'on est dans un local réverbérant fermé, effectivement, la décroissance n'est pas de 6 décibels, mais elle est bien inférieure. Elle peut être de 1 dB, 2 dB, etc. Donc, cette décroissance qu'on appelle DL, dans le Code du travail, en fonction de la surface du local, on va imposer une certaine décroissance à respecter. Voilà. Donc, en gros, plus on mettra de matériaux absorbants, plus on limitera la réverbération, et plus élevée sera la décroissance, et plus on aura des matériaux réverbérants, type métal, briques, plâtre, pierre, etc. Et plus on va avoir de la réverbération. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des valeurs de décroissance spatiale qui sont données dans le Code du travail qu'il faut respecter dès lors qu'on a des niveaux sonores au-dessus de 85 décibels dans une entreprise. Et donc, les bons réflexes, c'est d'intégrer le traitement acoustique dès la conception des locaux,
de choisir les matériaux qui soient appropriés à l'activité, parce que on peut aussi avoir des matériaux qui vont risquer d'être dégradés par l'activité. Donc, il faut être, ou alors par exemple dans l'agroalimentaire, il faut des matériaux absorbants, mais qui puissent être protégés pour éviter les risques de contamination, enfin voilà, les risques bactériologiques. Ensuite, il faut appliquer des matériaux acoustiques absorbants sur une surface suffisante, parce qu'effectivement, la quantité de matériaux absorbants qu'on va mettre conditionne le résultat, en gros, le niveau de décroissance qu'on va obtenir. Si on n'en met pas assez, on n'aura pas une décroissance correcte. Et puis, en mesure de complémentaire au traitement acoustique, mettre en place des écrans ou des cloisons pour isoler les locaux et les postes de travail bruyants. Voilà. Merci. Merci beaucoup Thomas. Voilà, c'est important parce que ce sont des éléments qui souvent sont omis voilà, lorsqu'on aménage ou on conçoit des nouveaux locaux de travail, alors que c'est un des principes dans la conception des lieux de travail, le traitement acoustique. Et c'est important voilà, de l'imaginer en phase conception, parce qu'en phase correction, on sait très bien les coûts que cela peut avoir. Justement, alors tu reviendras tout à l'heure sur un exemple concret sur les open space. On va pouvoir redonner voilà, la parole à Véronique pour justement nous parler d'évaluation du risque. Evelyne nous a évoqué cette obligation d'évaluer le risque et également le risque bruit. Elle a dit que c'était une affaire de spécialistes avec effectivement des notions de seuil à ne pas dépasser. Alors Véronique, voilà, je te laisse nous présenter cette évaluation des risques. Alors, merci de me redonner la parole. Oui, donc comme l'a dit Evelyne, il va falloir mesurer les niveaux de bruit. Il va falloir faire une évaluation des niveaux de bruit dans l'entreprise. Alors, comment ça se passe? Il y a une norme, la norme NFEN ISO 9612, qui date de mai 2009 et qui est relative à la détermination de l'exposition au bruit au milieu de travail. Donc, elle est vraiment spécifique pour les entreprises. Cette norme, en fait, c'est une méthode d'expertise de mesure et de calcul qui nous permet de choisir entre 3 stratégies de mesurage, à savoir si on va faire du mesurage par tâche, c'est-à-dire que quand on a des postes de travail qui sont bien identifiés et qui ont toujours les mêmes tâches, on va travailler par tâche, soit par fonction, soit ou sinon par journée entière. Donc, en fonction, pour pouvoir en fait choisir la stratégie, donc il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire une analyse du travail. Donc, c'est se rendre sur le lieu de travail, discuter avec l'employeur, avec les salariés, savoir ce qu'ils font, comment ils le font, quels jours ils le font. Voilà, donc l'analyse de travail. À partir de là, on va pouvoir sélectionner la stratégie adaptée au type de travail. Alors, il m'arrive très souvent, puisque je réalise ces études en entreprise, il m'arrive de ne pas utiliser la même méthode de mesurage dans la même entreprise selon les postes de travail. Je vais soit utiliser une analyse par fonction ou alors une analyse par tâche ou carrément une analyse par journée entière. À partir de là, une fois qu'on a sélectionné la stratégie adaptée, on va passer au mesurage. Puis, il y aura toute la partie traitement des données qui va nous permettre après de faire le calcul de l'exposition au bruit. Et ces calculs-là vont être comparés aux valeurs définies par le Code du travail que nous a présenté Evelyne précédemment. Donc, le matériel de mesure utilisé, donc la norme parle de 2 types d'appareils. Donc, sur la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle un sonomètre intégrateur qui permet de faire des mesures, mais vous avez aussi sur la partie droite des dosimètres de bruit. Donc, c'est des appareils qui présentent l'avantage de pouvoir être portés. Donc, sur la diapo suivante, je vous ai mis en fait les avantages et les inconvénients de chaque matériel. Sachez que nous, à l'AIST 83, donc service de prévention et de santé au travail, on utilise pratiquement exclusivement des dosimètres de bruit. Ils ont l'avantage de pouvoir être portés. Donc, on a vraiment un suivi réel de l'activité de l'opérateur et du bruit en fait auquel il est exposé. L'incertitude liée à la position du micro est assez faible puisqu'on peut positionner le micro à proximité immédiate de l'oreille. Par contre, l'incertitude au niveau de la classe de l'appareil est un peu plus élevée.
mais ça compense vraiment les inconvénients d'un sonomètre intégrateur qui sont quand même importants. Ces inconvénients, c'est que c'est encombrant, on ne peut pas les faire porter par un opérateur, et du coup, l'incertitude de la position du micro est beaucoup plus élevée puisque le micro est éloigné de l'oreille. Donc, une fois en pratique, le dosimètre de bruit, on le positionne sur l'opérateur. On fait un enregistrement sur la journée de travail ou par échantillonnage selon la stratégie qu'on a choisie. Et ces résultats-là, on les récupère, nous, dans un logiciel qui nous permet d'exploiter les résultats. Donc voilà, là par exemple, je vous ai mis l'exemple d'un enregistrement sur une journée de travail où j'ai pu identifier certaines tâches, notamment en rose ou en vert, et éliminer également certaines phases de travail comme la pause déjeuner, puisque là, pour le coup, ce n'est pas du temps de travail effectif. Alors, autre méthode de mesurage qu'on utilise, c'est une méthode qui n'est pas, il n'y a pas de réglementation, mais c'est une évaluation de la gêne par le bruit. Alors, c'est tout ce qui est poste où le bruit n'est pas dangereux pour l'audition, mais représente une gêne importante. C'est le cas typique des centres d'appel, des open space, des bureaux administratifs en zone de production, les laboratoires. Donc là, pour le coup, on utilise une modélisation qu'on appelle les courbes de Wissner. Ça nous permet de caractériser la gêne en fonction de l'analyse spectrale du bruit. Donc, ça demande de faire une analyse en fréquence. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, en fait, les courbes de Wissner définissent 4 zones. Une zone 1 où le bruit ambiant ne gêne pas le travail intellectuel complexe. Une zone 2 où le bruit ambiant rend pénible le travail intellectuel complexe. Par contre, tout ce qui est travail administratif n'est pas gêné. Et une zone 3 où là, même le travail administratif devient difficile. Alors, au-delà de la zone 4, dans la zone 4 et au-delà, là, de toute façon, on est sur un risque pour la santé. Donc, pour le coup, on va faire une évaluation selon la norme. Une fois qu'on a fait ces évaluations, qu'on a fait nos mesures, on a nos chiffres, maintenant, il va falloir mettre en place de la prévention quand les mesures dépassent, quand les niveaux mesurés dépassent la réglementation. Donc, un petit rappel que vous a présenté Evie tout à l'heure, les 9 principes généraux de prévention que vous retrouverez dans l'article L4121-2 du Code du travail, qui vous donne dans l'ordre les différentes actions que vous devez mener. Alors, la première, c'est bien entendu d'essayer d'éviter les risques et de les supprimer. Après, on évalue les risques qui ne peuvent pas être évités. On essaye de combattre donc, les risques à la source. On va essayer d'adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Donc là, on va parler plutôt matériel. Il va falloir planifier la prévention, remplacer ce qui est dangereux, prendre des mesures de protection collective et donner une information appropriée aux salariés. Donc, en pratique, éviter les risques. Donc, je vous ai mis un peu la chaîne de comment ça se passe au niveau du bruit. Le bruit, vous avez une source sonore qui est représentée à gauche par le petit haut-parleur. Donc, cette source sonore émet un bruit qui est propagé et après réceptionné sur l'oreille. Et on va voir tout au long de la présentation sur la prévention qu'on va pouvoir agir à ces différents niveaux. Donc, le premier niveau, on va essayer de supprimer les sources de bruit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, supprimer les soufflettes. On voit encore trop souvent des soufflettes dans des ateliers où la soufflette peut être remplacée par un autre process de travail. On peut également déplacer les sources de bruit à l'extérieur. On observe encore régulièrement des compresseurs qui sont installés à l'intérieur des locaux de travail, alors qu'ils peuvent très bien être mis à l'extérieur, loin des salariés. On peut aussi réfléchir à des modifications de process.
Donc voilà, un petit exemple illustré d'une étude que j'ai réalisée dans une entreprise qui fait du conditionnement manuel de produits d'épicerie. Donc, on avait un poste de travail manuel qui consistait à mettre en place le bouchon sur un verre. Le problème, c'est que c'est très, très bruyant parce qu'on est obligé de taper avec un maillet. Donc, on est parti plutôt en préconisation sur la solution de mettre en place une bouchonneuse électrique à la place du maillet, ce qui a permis de supprimer finalement la source de bruit étant le fait de taper avec le maillet. Mais on a résolu un deuxième problème, et c'est très visible sur la photo, c'est qu'on avait un problème de posture de travail. Vous voyez bien la salariée qui est positionnée le tronc en avant avec un risque de TMS. Deuxième préconisation qu'on a fait dans cette entreprise, donc le premier ingrédient qu'ils mettent dans le contenant, donc ça peut être une petite bouteille comme là ou comme précédemment dans un verre, c'est très souvent soit de la farine, soit du sucre. Et dans un souci de qualité et de bien faire, très souvent, les opératrices tapaient ce contenant sur la table en inox pour pouvoir faire l'égalisation. Donc, et ça fait énormément de bruit. C'est une tâche qui est très bruyante. Donc, pour le coup, on leur a proposé de mettre en place, là, c'est une solution qu'on a détournée, en fait, puisque ce n'est pas quelque chose qui existe dans le métier, mais on leur a proposé de mettre en place des tables vibrantes qui permettent justement, en faisant vibrer légèrement le verre, de faire l'égalisation du produit. Alors, deuxième action qu'on peut mener, quand on ne peut pas agir sur la source de bruit, on peut agir sur l'émission. Alors, comme exemple, il y a les soufflettes, alors dites silencieuses, hein, parce qu'elles ne sont pas pour autant silencieuses, mais elles font quand même beaucoup moins de bruit. Ça peut être aussi de mettre en place des plots anti-vibration sur les machines, parce qu'on observe encore trop souvent des machines qui ne sont pas équipées de plots anti-vibration. Ça peut être la mise en place de silencieux dans les réseaux de ventilation, mais également tout ce qui est maintenance technique. Alors, j'insiste un peu sur ce point-là parce qu'on observe encore trop fréquemment l'absence de maintenance des machines, et notamment des machines-outils, particulièrement sur les machines tournantes où il y a des roulements, où il n'y a pas de maintenance technique qui est vraiment réalisée sur ces machines. Le problème, c'est que les roulements, en s'usant, ils ont tendance, bien entendu, à faire plus de bruit, à siffler. Le problème, c'est que les salariés ne s'en aperçoivent pas parce que c'est un bruit qui vient petit à petit. Par contre, nous, c'est vrai que quand on intervient dans ce type d'établissement, on le repère de suite. Donc, c'est très important de faire la maintenance de son matériel. Donc, voyez l'exemple de la soufflette dite silencieuse, hein, qui en effet réduit l'émission sonore. Alors, on reste sur des émissions quand même élevées, mais on diminue quand même drastiquement le niveau de bruit, tout simplement c'est un principe de conception de la buse, donc de la sortie de la buse, qui permet justement de faire moins de bruit. Et puis à droite, un exemple d'application pour des plots anti-vibration. Alors, autre moyen de prévention, c'est diminuer la propagation. Donc, Thomas Boson nous en a parlé tout à l'heure, hein, notamment au niveau des traitements acoustiques des parois, des écrans acoustiques. Donc, voilà, on va éviter la propagation des ondes sonores dans les locaux de travail. Donc, on va pouvoir, par exemple, capoter les machines. On peut mettre en place des écrans acoustiques. On peut faire du traitement acoustique des parois. Alors, quand on parle de parois, on parle du sol, du mur, des plafonds. Mettre en place des systèmes de baffles acoustiques ou des systèmes anti-vibration. Donc, quelques exemples de capotage de machine. Alors, ce n'est pas toujours faisable de capoter une machine pour peu que celle-ci émet de la chaleur
on peut se retrouver dans des situations où on a un échauffement qui peut se produire. Donc là, pour le coup, on ne pourra pas capoter. Par contre, on peut mettre aussi des écrans acoustiques. Alors, je vous ai mis 2 exemples dans des applications différentes. Sur la photo du milieu, c'est une application industrielle où on a mis des écrans acoustiques autour des postes de travail les plus bruyants de façon à ne pas polluer ceux qui sont à côté. Ou la photo de droite, c'est des écrans acoustiques qui ont été mis en place dans un local de restauration collective et qui permet d'éviter notamment la propagation du bruit. Alors, au niveau du traitement des parois, donc je vous ai dit qu'on pouvait traiter le sol, on peut traiter le plafond, on peut traiter les murs. On peut combiner aussi, hein, il faut se rapprocher d'un acousticien hein, qui vous permettra de calculer le pourcentage de la surface à traiter pour avoir un résultat optimal. Bon, là, vous avez un exemple de traitement acoustique de plafond sur la photo de gauche. Celle du milieu, c'est le traitement des murs par le positionnement de panneaux absorbants sur les murs. Et puis, vous avez aussi le système des baffles acoustiques. Ce sont des éléments qui sont suspendus, alors au plafond en général, et on fait ce système-là quand on ne peut pas traiter ni les murs ni le sol. On peut suspendre des éléments. Et là, pareil, 2 applications différentes. Sur la photo du milieu, vous avez une application industrielle où on a suspendu des panneaux absorbants. Et de façon beaucoup plus ludique sur la photo de droite, et c'est quelque chose qui marche très bien, les cubes suspendus dans les crèches, d'autant plus que ce sont très souvent des cubes de mousse qui sont recouverts de tissu. Donc, c'est facile à mettre en œuvre, c'est suspendu par des petits câbles, mais c'est surtout que c'est démontable et c'est lavable, donc on va répondre pour le coup aux normes d'hygiène. Et enfin, on va pouvoir aussi agir sur la réception. Alors, ça peut être le système de commande à distance. Hein. On n'est pas obligé, quand on commande une machine, d'être juste à côté. On peut très bien déporter la commande dans une cabine isolée. Et puis, ça va être tout le cas des protecteurs individuels contre le bruit, les EPI, les bouchons, les casques, etc. Donc, voilà un exemple de commande à distance. Hein. Là, c'est typiquement une photo dans une centrale à béton où on a une commande à distance qui est réalisée. Et voilà, tout l'éventail des protections individuelles contre le bruit, ça peut être du casque, ça peut être des bouchons montés sur arceau, des bouchons jetables en mousse, des bouchons sur cordon, et le mieux étant quand même les bouchons moulés qu'on retrouve sur la photo de droite. Alors, petite précision sur la protection individuelle. Isabelle, si tu peux revenir sur la... voilà. Une protection, ça ne se choisit pas au hasard. Moi, ce que je vous conseille, ce que je conseille souvent aux entreprises, quand on doit en arriver à mettre à disposition des protections individuelles contre le bruit, il faut laisser le choix aux salariés de la protection. Parce que très souvent, la protection qui est choisie par le salarié, c'est celle qui va être portée. Et Evelyne a bien insisté là-dessus tout à l'heure, hein, il faut qu'elle soit réellement portée. Donc, un salarié sera peut-être plus à l'aise avec un casque plutôt qu'avec des bouchons. Donc, dans la mesure du possible, laissez-leur le choix. Et il faut savoir que chaque protecteur individuel contre le bruit a son propre niveau d'atténuation et il faut le choisir en fonction du niveau de bruit qui a été évalué. J'observe encore trop souvent des entreprises qui vont faire le choix de protection individuelle contre le bruit, vont prendre le catalogue, vont choisir, vont voir les niveaux d'atténuation, et disent « Oh là là, celui-là, il atténue jusqu'à 33 décibels, je vais prendre celui-là, moi je suis tranquille, je sais que mes salariés sont très bien protégés. » Alors ça peut être une erreur, c'est très souvent une erreur. Le niveau d'atténuation se choisit en fonction du niveau de bruit auquel on est exposé. À choisir une atténuation beaucoup trop importante,
on s'expose à un isolement finalement du salarié et avec un risque qu'il n'entende pas certains bruits qui peuvent être des signaux d'alerte et du coup pour lesquels il pourrait se retrouver en danger. Donc, faites-vous accompagner justement dans le choix du niveau d'atténuation de cette protection. Et enfin, autre moyen de protection qu'on peut utiliser, c'est limiter le temps d'exposition au bruit. Alors ça peut être intéressant dans les entreprises où on a du personnel polyvalent. On a vu tout à l'heure avec Kevin que on ne doit pas être exposé plus de 8 heures à un niveau acoustique de 80 décibels. Mais, par exemple, j'ai un niveau acoustique dans mon entreprise de 96 décibels. Et si je fais une exposition de moins de 2 heures, je ne suis pas, je n'atteins pas les niveaux limites du Code du travail. Donc, ce principe de limiter le temps d'exposition et de faire tourner les salariés sur les postes de travail qui peuvent être bruyants, c'est de l'organisationnel, c'est une mesure organisationnelle qui peut être intéressante. Et puis, pour finir, il faut agir aussi sur les comportements. Alors, par exemple, les indicateurs de bruit dans les cantines scolaires. Donc, c'est le petit appareil que vous voyez en photo. Qui permet, avec un accompagnement pédagogique, j'insiste bien là-dessus, de sensibiliser finalement les élèves dans les cantines scolaires sur le niveau de bruit pendant finalement ce qui est un temps de repos et qui doit être aussi un temps de repos, je dirais, auditif dans les cantines scolaires. Ça marche bien, mais ça marche bien quand c'est bien accompagné. Alors, autre comportement, c'est limiter la musique sur les lieux de travail. On l'observe encore régulièrement dans les ateliers. Un poste qui diffuse de la musique, mais forcément, vu que le niveau acoustique dans l'atelier est important, on a tendance à mettre la musique encore plus forte pour pouvoir entendre la musique, couvrir les bruits d'activité de l'atelier. Et du coup, comme je dis, on rajoute du bruit au bruit. Et puis aussi, éviter tout ce qui est chute d'objets, échec inutile. On observe dans les entreprises, je vais jeter une palette plutôt que la déposer au sol. Ça nécessite peut-être une analyse un peu approfondie de pourquoi le salarié jette la palette. Mais on n'a pas besoin de jeter la palette au sol et faire rajouter du bruit à l'activité, on va dire, classique de l'atelier. Merci beaucoup, Véronique. Alors, je pense que là, on a effectivement déjà un panorama très large de ce que peut être le bruit, de son évaluation, qu'on peut le quantifier et des champs de prévention possibles. Tu nous as fait la démonstration entre le premier principe de prévention et le dernier, et on voit qu'on peut décliner cette prévention au travers de mesures les plus efficaces, les plus techniques, jusqu'à des mesures effectivement organisationnelles et agir sur les comportements. Ça rappelle bien que l'évaluation des risques, elle est importante et au travers d'un risque faible, fort, qu'on n'arrive pas en tout cas à quantifier, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les aspects métrologie sont importants. Donc, la cartographie du bruit, identifier les sources de bruit et quantifier ce niveau de bruit est important pour décider de la mesure qui va derrière. Et vous avez raison, souvent dans les documents uniques d'évaluation des risques, cette évaluation, elle est relativement lacunaire et elle n'est pas chiffrée. Donc, ça pose des difficultés dans les champs de prévention par la suite. On a des questions, mais on les posera juste à la fin. Je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais laisser Thomas intervenir et partager son écran pour évoquer un cas pratique sur l'aménagement des bureaux, les open space, un sujet qui, en tout cas, intéresse beaucoup de monde parce qu'on a des questions autour du côté bureau. Alors, je te laisse, Thomas, partager ton écran pour ta présentation. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, impeccable. Ok, c'est parfait. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier puisque finalement
comment dire, Véronique vous a présenté effectivement un panorama assez exhaustif de la prévention du bruit en général et des solutions de prévention existantes. Donc moi, j'en suis victime à l'instant. C'est le bruit en open space, finalement, dans les espaces de bureaux partagés. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui concerne énormément de monde en France. Et puis, pourquoi est-ce que moi, je vous en parle particulièrement? C'est parce que je suis président de la commission S30D à la FNOR, donc commission de normalisation, et qu'on a travaillé notamment sur effectivement une norme, et notamment une norme internationale que je vous présenterai en partie dans ma présentation, qui traite de l'acoustique des open space. Donc, pour commencer, j'ai voulu faire une petite introduction qui concerne effectivement le risque. Quel est le risque par rapport au bruit en open space et le coût social du bruit, parce que voilà, on a quelques chiffres. En gros, on a environ 80% des collaborateurs qui se disent, qui considèrent que leur environnement de travail les empêche de se concentrer, et 93% de ces collaborateurs se sentent gênés par le bruit au bureau. En sachant également qu'il faut en moyenne 11 minutes avant d'être interrompu dans un open space. Donc, alors, ça peut être une interruption totale, mais ça peut être aussi une interruption partielle, c'est-à-dire on est juste dérangé ou distrait par un bruit. Et puis qu'il faut en moyenne 25 minutes à un employé pour revenir à son travail après avoir été interrompu. Donc voilà, on voit bien que, en gros, dans un open space, on est les open space tels qu'ils sont conçus, tels qu'ils étaient conçus par le passé, amener les salariés à être dérangés de manière constante et permanente, quoi, voilà. Voilà, là, le graphique que je vous présente émane d'une enquête qui a été menée par l'INRS, qui est basée sur un questionnaire psychoacoustique qui s'appelle le questionnaire Gabo, et qui permet justement d'évaluer, d'avoir des retours sur effectivement quelle est la gêne réelle dans les bureaux ouverts, d'où elle vient, quels sont les facteurs qui influent sur cette gêne. À retenir, c'est que le bruit est la première nuisance physique dans les bureaux ouverts, devant toutes les autres nuisances physiques, que ce soit l'éclairage, la ventilation, les ambiances thermiques, etc. Que les nuisances sonores sont fortement corrélées avec l'insatisfaction au travail, et que, selon cette étude INRS, 55% des salariés en open space se disent gênés ou très gênés par le bruit. Voilà, sur l'échelle de couleurs qu'on a à droite, gêné et très gêné, c'est les réponses 4 ou 5. Voilà, et donc ça représente 55% des salariés qui étaient enquêtés. Donc là, c'était sur un gros panel d'entreprises, plusieurs centaines d'entreprises. Donc, le bruit en open space, il peut provoquer, Véronique vous en a parlé tout à l'heure pour le bruit de manière générale, mais en open space, il peut provoquer des maux de tête, une fatigue intense, des troubles musculo-squelettiques, hein, c'est un facteur aggravant, l'obligation de forcer la voix, des difficultés de communication, une perturbation des interactions, se sentir moins disponible ou moins patient qu'on ne le voudrait, une envie d'être ailleurs, et des difficultés à supporter le moindre bruit chez toi. Voilà, je vous ai mis une petite illustration qui est un peu voilà, comique, mais
voilà, c'est effectivement quand on a subi le bruit toute la journée et qu'on revient à la maison, on peut effectivement être beaucoup plus sensible à toutes les autres, enfin aux autres sources de bruit, des enfants, du conjoint, des voisins, et donc voilà, c'est être beaucoup plus irritable et beaucoup plus agressif. Alors, un petit point sur le coût social du bruit. Il y a une étude, une étude, un rapport qui a été émis par l'ADEME. C'est le deuxième. Il y avait déjà une première version qui était sortie en 2019. Et puis là, c'est une nouvelle mouture qui est parue en octobre 2021. Alors, cette étude, finalement, elle estime le coût social du bruit en France dans tous les secteurs, hein, pas uniquement le secteur, pas uniquement le bruit au travail. Par contre, ce qu'on apprend, c'est qu'en ce qui concerne le volet du bruit au travail ou à l'école, le coût social du bruit représente 5,3 milliards d'euros par an. Voilà, ce qui est je pense, on peut communément l'accepter, c'est énorme. Et dans ces 5,3 milliards d'euros par an, la perte de productivité, c'est-à-dire liée à la baisse de performance et de concentration, elle est à l'origine d'un coût très élevé pour les entreprises qui représente 1,8 milliard d'euros par an. Alors, à savoir que les surdités professionnelles, en gros, on a à peu près 800 surdités par an, hein, et une surdité coûte en moyenne 100 000 euros. On voit bien que le coût de la surdité par rapport au coût de la baisse de productivité, mais aussi des coûts indirects liés à la maladie, etc. On parlait de stress, voilà, de fatigue, etc. On voit bien que finalement, le coût des surdités des maladies professionnelles est très, très faible par rapport au coût du bruit en général. Voilà. Donc, c'est très bien et il faut absolument éviter les surdités professionnelles, mais il ne faut pas considérer que le bruit n'impacte uniquement que les gens qui vont subir une maladie professionnelle. Il impacte énormément de monde. Voilà, donc Véronique vous en a parlé tout à l'heure. Voilà, toutes les conséquences du bruit, les troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires, fatigue chronique, perturbation du climat social, perturbation des activités et des performances, troubles gastro-intestinaux. Donc effectivement, et puis stress, diabète, obésité. Voilà, le bruit a des impacts bien plus larges que les surdités. Et représente un coût pour l'assurance maladie qui est énorme et qui est, comment dire, qui n'apparaît nulle part, si ce n'est effectivement dans ce rapport de l'ADEME qui justement met des chiffres sur tous ces facteurs-là. Je reviens rapidement sur la réglementation française. Donc, l'objectif de la réglementation française, les objectifs sont triples. Réduire les risques auditifs, c'est-à-dire de pertes auditives en limitant l'exposition. Donc, dans le Code du travail, effectivement, on a plusieurs choses. On en a parlé tout à l'heure. Dans le Code de la santé publique, on a aussi des choses en ce qui concerne les lieux musicaux ou les lecteurs, les lecteurs numériques. Le deuxième volet, c'est de réduire les risques extra-auditifs en imposant des performances acoustiques au bâtiment. Alors là, on a trait au code de la construction et de l'habitation ou au code de l'urbanisme. Donc là, on protège les habitants, les riverains des bruits environnants ou des bruits de voisinage, etc. Et puis, le troisième volet, c'est de réduire les risques extra-auditifs en imposant des valeurs limites d'exposition dans le Code de la santé publique pour les bruits de voisinage, les sons amplifiés, et dans le Code de l'environnement pour les infrastructures de transport, les ICPE. Voilà, donc la réglementation, on en a parlé tout à l'heure. Voilà les différentes limites. Hein, c'est la première limite déclenchant l'action, on est à 80 dB sur 8 heures. Je vous ai mis un graphique, un histogramme ici en bas. Les niveaux moyens qu'on relève dans les bureaux, ils sont très inférieurs à ces 80 décibels A.
Donc, finalement, la réglementation du code du travail dans les bureaux, elle n'a pas de sens, elle n'est pas applicable. Hein. On ne va pas pouvoir déclencher, alerter les employeurs ou les salariés sur des niveaux, les niveaux du code du travail qui n'ont aucun sens d'application telle qu'elle dans les bureaux. Voilà, donc la réglementation, son principe, c'est la séquence évitement, réduction, compensation, c'est-à-dire, en gros, voilà, on essaye d'éviter le risque. Si on ne peut pas l'éviter, on le réduit. Et si on ne sait pas le réduire, on va indemniser les gens, finalement, qui vont subir des dommages. Et pour les locaux de travail hors du risque auditif, finalement, on est complètement démuni. Le code du travail ne dit rien à ce sujet-là. Voilà, donc quand on ne sait pas, quand le code du travail ne propose rien, on est obligé de se tourner vers des études scientifiques ou des publications scientifiques, comme Véronique vous a parlé tout à l'heure des courbes de Wissner. On a également tout l'aspect, toutes les normes qui existent, et notamment les normes pour les bureaux. Donc, on a les premières qui sont arrivées, c'était les normes d'ergonomie, qui donnaient quelques éléments justement sur un petit peu l'acoustique. Puis, on a eu la NFS 31080 qui traitait de l'acoustique des bureaux et espaces associés, mais pas spécifiquement des bureaux ouverts. Et puis, on a une norme internationale qui est arrivée sur le mesurage des paramètres acoustiques des salles pour les bureaux ouverts, qui donnait finalement les outils, mais sans vraiment forcément donner de préconisation. Et puis, on a dans la commission donc S30D, on a travaillé sur une norme qui a été publiée en 2016 sur la performance acoustique des espaces de bureaux ouverts et qui a amené à la sortie en 2021 d'une norme ISO, donc une norme internationale, sur la qualité acoustique des espaces de bureaux ouverts. Donc, rapidement, je vous fais une petite présentation de la norme. Le postulat de base dans la norme, c'est que l'activité est déterminante. C'est-à-dire qu'en gros, dans un bureau ouvert, il faut d'abord s'intéresser à l'activité réelle des gens, de comprendre l'activité des gens pour pouvoir proposer des solutions derrière qui soient adaptées ou du moins donner des critères objectivables que l'on puisse fixer pour déterminer la qualité. Donc, il faut dresser la typologie des bureaux ouverts en fonction des activités, faire des recommandations acoustiques pour chaque type, objectiver la qualité acoustique au moyen d'indicateurs et proposer des outils pour la conception et la rénovation. Donc, rapidement, voilà, je ne vais pas vous passer tout. Dans cette norme, il y a plusieurs types d'espaces qui sont définis en fonction de l'activité. Activité basée sur des appels téléphoniques ou de la vidéo. Activité basée sur un travail collaboratif, activité basée sur un travail faiblement collaboratif. Voilà, tous ces types d'activités finalement qui vont devoir collaborer en général au sein d'un open space et pour lesquels il va falloir justement déterminer quels sont les critères acoustiques qu'il faut respecter. Et puis, on a aussi, on le voit de plus en plus dans les bureaux ouverts arriver, des espaces où justement on fait cohabiter sur un même open space plusieurs activités. Et donc, dans la norme, on va aussi donner des critères pour finalement tacler cette problématique-là. Voilà. Donc, finalement, pour chaque type d'activité, on va décrire l'activité, décrire l'environnement sonore, les enjeux acoustiques et fixer des valeurs, des indicateurs mesurables et des valeurs à respecter. Voilà, donc là, je vous donnais l'exemple d'un des types d'espace qui est l'activité basée sur des appels téléphoniques. Donc ça, c'est principalement les centres d'appel, etc. Donc, on a plusieurs sources sonores, on a un niveau de bruit important avec un effort vocal, on a des communications courtes à proximité entre les collègues, les superviseurs et des conversations longues dans les zones adjacentes au bureau ouvert. Voilà. Donc, il y a plusieurs enjeux. Au niveau du poste de travail, pouvoir entendre clairement les conversations téléphoniques,
poste à poste, ne pas être perturbé par les conversations de son voisin. Hein, donc ça, c'est un enjeu d'intelligibilité. Si on entend, si on comprend les conversations de son voisin, forcément, le cerveau, lui, il va faire l'effort d'aller écouter, même si on n'a pas envie d'entendre. Et du coup, ben, on va avoir un effort intellectuel plus important. Voilà. Et donc, forcément, derrière du stress, de la fatigue, etc. Et puis, sur le plateau, en général, donc on a un brouhaha, un bruit ambiant, et là, ça aussi est une source de fatigue et de stress quoi, à la fin de la journée. Voilà, donc on donne des valeurs, des indicateurs, des valeurs acoustiques en fonction de l'échelle au niveau du poste de travail, entre les postes de travail, sur les plateaux. Voilà, je vous laisserai aller regarder sur Internet tout ça. Il y a également un guide INRS qui parle très bien de tout ça. Je ne vais pas trop vous noyer là-dedans aujourd'hui. Mais effectivement, il y a plusieurs valeurs qui sont données et qui sont à respecter pour respecter les exigences de la norme. Voilà, typiquement, pour un espace de type centre d'appel, on demande que, alors ça c'est une valeur cible, hein, ce n'est pas obligatoire pour respecter la norme d'être en dessous de cette valeur, mais voilà, c'est une des cibles, donc on cherche à tendre vers ça. Donc c'est d'être inférieur à un niveau de bruit ambiant inférieur à 55 dB. Entre les postes de travail, on cherche à avoir une atténuation poste à poste, c'est-à-dire du poste au poste voisin de 6 décibels. Et puis sur le plateau, un temps de réverbération inférieur à 0,5 secondes. Le temps de réverbération, c'est ce qui caractérise l'acoustique du local. De même que la D2S, qui est la décroissance spatiale, dont je vous parlais tout à l'heure dans la réglementation française, mais là qui est une version spécifique pour les bureaux, quoi. Voilà, donc là, c'est pour la cohabitation entre différents types d'activités. Ben, l'objectif, c'est que les activités qui cohabitent au sein d'un même espace ne se dérangent pas entre elles. Hein. On voit bien, par exemple, là, ici, on peut avoir plusieurs postes de travail sur lesquels on peut avoir voilà, des postes de travail avec de la collaboration, etc. Et puis, par exemple, dans la zone voisine, on peut avoir des postes de travail plus concentrés où les gens ont besoin de se concentrer, etc. Et donc, les challenges ne sont pas les mêmes puisque sur dans un des espaces, on va chercher à collaborer, donc favoriser les échanges, avoir des niveaux sonores qui seront un petit peu élevés, qui risquent de perturber du coup les postes où on cherche à se concentrer. Donc voilà, donc on a un indicateur qui est la DAS, qui est en gros une atténuation poste à poste ou site à site, et on va fixer dans la norme comme ça des valeurs à respecter entre finalement la source ou l'émetteur et le récepteur. Voilà. Voilà, donc là, c'est toutes les valeurs en fonction des différents types d'espaces. Je ne vais pas tout les dire parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Et puis, dans la norme, on a également des recommandations sur les dimensions, l'aménagement, les principes de traitement acoustique, l'incidence du mobilier, etc. Il y a plein de recommandations comme ça qui sont données dans la norme. Et puis, on a en annexe également d'autres outils, la définition de certains paramètres de mesure, un schéma synoptique qui résume la démarche de réduction du bruit ou dans le cadre d'un projet de réaménagement ou d'aménagement, une charte sur l'utilisation collective des bureaux ouverts. Donc ça c'est par rapport à toutes les problématiques effectivement de comportement dont Véronique a parlé à la fin de sa présentation. Et puis, on a un exemple d'enquête basé, le questionnaire Gabo dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet justement de manière anonyme d'aller questionner les collaborateurs sur leurs ressentis. Et alors, ça peut être fait en amont et puis ça peut être fait aussi en aval d'un projet pour voir si effectivement on a une amélioration. Voilà. Donc, rapidement, je vais vous présenter maintenant des solutions de prévention, justement, pour effectivement réduire la gêne, améliorer la qualité acoustique dans les bureaux ouverts. Donc, en ce qui concerne la réduction du bruit ambiant, pour limiter la fatigue, le stress, en ce qui concerne la réduction de l'intelligibilité entre les postes, c'est-à-dire de ne pas être finalement capable de clairement comprendre les conversations de son voisin, voilà, qui sont source de déconcentration.
l'atténuation entre les différents benches, entre les différentes équipes pour ne pas être gêné par l'activité des autres équipes, la présence d'espaces support adaptés. Par exemple, on voit de plus en plus ces espèces de petites cabines qui permettent d'aller passer des appels sans déranger ses voisins, ses collègues. Et puis, en ce qui concerne aussi les espaces de détente qui, s'ils sont effectivement pas bien positionnés ou pas bien aménagés, peuvent générer une source de gêne considérable pour les salariés des postes de travail voisins dans l'open space. Donc, la densité, alors, en ce qui concerne le bruit ambiant, la densité, c'est un facteur déterminant. Hein. Plus on entasse les gens dans une surface donnée, et forcément, plus on va avoir un niveau sonore qui va être élevé, puisque on densifie les sources. Dans la norme ISO, on recommande de ne pas descendre en dessous de 10 à 15 mètres carrés, en sachant qu'en dessous de 7 mètres carrés, on a une étude INRS notamment sur ce sujet-là, qui démontre que le bruit ambiant est systématiquement trop élevé en dessous de 7 mètres carrés. Et ensuite, on peut travailler pour réduire le bruit ambiant sur l'absorption du local, donc le traitement du plafond en priorité, hein, puisque c'est en général la plus grande surface sur laquelle on peut mettre des matériaux absorbants, avec typiquement des dalles de faux plafond, mais ça peut être aussi d'autres systèmes suspendus, etc. Voilà. L'objectif est de traiter la plus grande surface possible. Le traitement des murs en complément, notamment quand on est dans des bureaux où il y a des grandes surfaces vitrées, etc., ça peut être une bonne chose de mettre un traitement mural en complément. Et ces traitements acoustiques, ils doivent être faits avec des matériaux absorbants de classe A ou B, mais préférablement de classe A, puisque c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement, c'est-à-dire avec un coefficient d'absorption supérieur à 0,9. Voilà donc à quoi ça peut ressembler. Des faux plafonds complets. Alors là, ils sont bleus, c'est plus joli, mais en général, ils sont blancs. Des traitements muraux, comme ici, ou des systèmes suspendus, des îlots, comme là en orange, ou ce qu'on appelle des baffles acoustiques, comme on voit ici en vert, ou là, avec cet exemple d'éclairage zénital. Donc là, pour effectivement conserver l'éclairage naturel venant du plafond, on a mis ces systèmes de baffles acoustiques. Donc, le deuxième volet, c'est la réduction de l'intelligibilité entre les postes. Ça, c'est essentiel lorsque l'activité implique des conversations téléphoniques fréquentes ou de la visio, par exemple, de manière plus ponctuelle, mais qu'il y a un besoin de concentration qui est non négligeable. Et également, effectivement, les activités où il y a besoin d'une concentration, même si on n'a pas forcément beaucoup d'appels téléphoniques. Donc, on fait ça comment? En mettant des cloisons de séparation absorbantes et un petit peu isolantes, d'une hauteur supérieure à 1,40 m pour un poste assis, hein, depuis le sol, donc typiquement pour un bureau à 80 cm. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ça masque bien le visage de la personne, la tête de la personne que vous avez en face. Parce qu'en général, ce qu'on voit, c'est des cloisonnettes qui sont trop basses, c'est-à-dire où on voit la personne qu'on a assise en face de soi. Si on voit la personne qu'on a assise en face de soi, c'est que la cloisonnette, elle ne sert à rien, finalement, puisque le son, il se propage de manière directe. Si vous voyez sa bouche, ça veut dire que vous l'entendez aussi. La cloisonnette, elle ne sert à pas grand-chose. Voilà. Donc, ensuite, le troisième volet, c'est l'atténuation entre les différents benches, entre les différentes équipes, pour limiter les nuisances sonores entre les différentes activités, dont certaines peuvent être plus sensibles que d'autres. Et ça, c'est absolument fondamental, notamment dans les nouveaux types d'organisation qu'on voit, qui existaient déjà avant, mais qui se développent de plus en plus depuis la pandémie de Covid, qui est ce qu'on appelle l'activity-based working, où en gros, sur un même open space, on va proposer plusieurs types d'espaces, et le salarié, au fur et à mesure de sa journée, en fonction des activités qu'il a à faire, il va aller se déplacer
S'il doit aller passer un appel téléphonique, il va aller dans un endroit de l'open space. S'il veut aller faire une petite réunion informelle, il va aller dans un autre endroit. S'il a besoin de faire une visio, il va aller dans un dernier endroit, enfin, etc. Ou s'il a besoin de faire du travail administratif, voilà. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a plusieurs types d'espaces et on se déplace en fonction de ses besoins. Et donc, forcément, vu que les activités sont différentes et que les types d'espaces sont différents, il faut bien qu'il y ait de la séparation. Il faut bien qu'on recrée soit avec de la distance, soit avec du cloisonnement, un moyen d'atténuer entre les différents espaces les niveaux sonores. Voilà, donc on peut faire ça notamment avec ces systèmes de panneaux suspendus qu'on met à la verticale, comme vous voyez ici, ou alors avec des cloisons un peu plus monolithiques, je dirais, ou des systèmes posés au sol. Voilà, toujours en ayant bien en tête qu'il faut que les équipes voisines soient masquées le plus largement possible. Le point suivant, c'est la réduction de la gêne liée aux circulations. Hein. Bien sûr, évidemment, dans le comportement, il faut aussi que les collaborateurs prennent en compte le fait que quand on circule sur un open space, normalement, on ne mène pas une conversation lorsqu'on se promène dans l'open space parce que forcément, on va déranger les voisins. Mais on a aussi des systèmes pour faire en sorte de se protéger des allées de circulation et du bruit lié aux allées de circulation. Le revêtement sol, il a aussi son importance pour les circulations puisque, vous l'avez certainement constaté, il y a certains revêtements de sol qui favorisent le bruit, ce qu'on appelle le bruit de la sonorité à la marche, notamment lorsque les gens ont des talons, etc. Ils vont faire du bruit et donc voilà. Donc certains revêtements de sol sont plus ou moins adaptés, voilà. Et puis voilà, on voit ça arriver en force dans les salons de mobilier de bureaux, les espaces de repli, les petites salles de réunion informelles, les cabines d'appel, etc. Il faut qu'ils soient en nombre suffisant justement pour supporter l'activité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces espaces-là, ces petites bulles, etc., on peut aussi s'en servir pour séparer ou éloigner les différentes zones d'activité différentes. Les espaces détente, il faut qu'ils soient bien séparés de l'open space, hein, et qu'ils soient performants acoustiquement parce qu'en général, dans ces espaces de détente, on va avoir des conversations qui peuvent être un peu plus animées que voilà, dans une réunion classique. Voilà. Donc, on va générer plus de bruit et donc potentiellement plus de gêne pour les bureaux. Donc, il faut vraiment une attention toute particulière sur ce type d'espace. Et puis, attention aussi au positionnement du matériel d'impression, matériel technique, etc. Les serveurs, voilà, il faut qu'ils soient positionnés de manière judicieuse dans l'open space et préférablement dans des locaux dédiés. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que ce n'était pas trop dense. Non, alors, merci beaucoup Thomas. C'était vraiment une démonstration intéressante à la fois sur le regard qu'on peut avoir. En effet, ce volet réglementaire qui ne s'applique pas forcément au bureau puisqu'on n'arrive pas à ces fameux 80 décibels seuil qui est là. Néanmoins, cette norme qui nous ramène à des bonnes pratiques, bien évidemment, et j'ai trouvé ça fort intéressant. Et ça répond en tout cas à toutes les questions qui ont été posées durant ce webinaire, puisqu'il y avait une question autour du risque relatif au bruit. Est-ce qu'il existe pour les emplois de bureau, exemple cabinet comptable, donc open space, imprimante et autres? Bon, voilà, tu viens d'en faire la démonstration. Oui, le risque bruit existe bien dans les emplois de bureau, bien évidemment, et ça crée ces gênes. Et puis, alors, il y a deux autres questions qui sont arrivées. On a beaucoup parlé voilà, de mesurage autour des aspects un peu sonomètre et dosimètre et autres, et comment je caractérise le niveau sonore. Donc, la question, c'est à qui on fait appel aujourd'hui pour faire une cartographie de bruit, comment on peut faire, à qui on fait, voilà, quel organisme, est-ce qu'il y a des acteurs sur le secteur pour faire tout ceci? Alors, je pose la question peut-être à Thomas ou à Véronique.
Moi, je Oui, peux les répondre acteurs, hein, aussi. je pense que les services de santé au travail sont bien placés pour répondre à ces problématiques-là, effectivement. Bon, les services des CARSAT, aujourd'hui, on n'est pas forcément assez nombreux pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations des entreprises sur ces thématiques-là. Mais malgré tout, voilà, sur certaines problématiques un peu particulières, on peut aussi essayer de les accompagner. Mais effectivement, les personnes qui sont les plus à même de répondre, j'ai envie de dire, au plus gros de la demande et d'apporter de la compétence, c'est effectivement les services de santé au travail. Euh, j'ai effectivement lu dans le chat tout à l'heure une question sur les organismes où, enfin, il fallait absolument faire appel à des organismes agréés. Alors, je pense que le terme est pas forcément, il n'y a pas d'organisme agréé en fait là-dessus. Aujourd'hui, il y a des organismes qui sont accrédités, qui ont une accréditation COFRAC, mais alors là, effectivement, c'est lorsque l'inspection du travail les injoncte en fait de faire des mesures, voilà, leur demande de faire des mesures. Donc là, effectivement, il faut passer par un organisme accrédité. Mais si c'est une démarche qui vient de l'entreprise et si c'est juste dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels, ils peuvent faire appel également à des organismes de contrôle tels que Socotec, Bureau Veritas, etc., qui savent bien faire des mesures selon la norme ISO 9612, qui, je le rappelle, est la norme qui vaut présomption de conformité au Code du travail, quoi. En gros, dès lors qu'on fait des mesures en respectant la norme ISO 9612, on sait que on répond aux attentes du Code du travail, quoi. Voilà. Est-ce que Véronique, tu veux préciser peut-être aussi, parce que je sais que les services de santé au travail, enfin les services prévention et santé au travail, voilà, interviennent aussi dans les entreprises. Oui, tout à fait. Alors, au niveau du VAR, la IST 83, qui est le service de santé au travail, dispose d'un service dont je fais partie. Je vous rappelle, je suis intervenante en prévention des risques professionnels. Dispose d'un service qui s'appelle le pôle technique, qui est là justement pour aider les entreprises, accompagner les entreprises dans l'évaluation et dans la recherche de préconisations. Donc, la démarche, elle est toute simple, c'est se rapprocher de son médecin du travail pour lui exposer la situation, lui décrire ce que vous souhaitez faire, et le médecin du travail missionnera le pôle technique pour venir dans vos entreprises pour vous accompagner et faire cette étude. Ouais, merci beaucoup. Je te demandais, Thomas, si tu peux départager ton écran. J'arrive pas à Oui, reprendre. pardon. Merci beaucoup. Et puis, une dernière question. Alors, tu l'as abordé, Thomas, à un moment donné, on l'a vu sur une des slides, on parlait de code de l'urbanisme, de code de l'environnement. Il y a justement une question autour de à partir de quelles mesures de bruit pouvons-nous demander des actions de la part de nos syndics de copropriété lorsqu'on a, par exemple, effectivement, je dirais, des blocs de clim qui peuvent être en façade ou des choses comme ça. De bruit de voisinage, du coup. Oui, c'est ça. Alors là, effectivement, ça ne concerne pas du tout le code du travail et je ne saurais pas forcément répondre précisément. Je pense que c'est une question de niveau d'émergence. Ce n'est pas forcément une question de niveau sonore, mais c'est plutôt une question d'émergence. Mais je sais, là, c'est pas mon domaine de compétence, donc Par contre, voilà. quand on est sur des syndics de copropriété, on peut s'appuyer peut-être sur la réglementation issue du code de l'environnement ou du code santé publique ou code de l'urbanisme. Oui, il y a des choses là-dedans dans le code de l'urbanisme, enfin, dans le code de l'urbanisme. Alors, je pense que alors je sais pas, peut-être il y a un guide du Conseil national du bruit, guide du CNB, qui est le guide numéro 6. Si vous regardez sur Internet, vous pouvez peut-être chercher là-dedans. Il y a beaucoup de choses, effectivement. C'est un rappel de toute la réglementation, que ce soit au travail, mais pas seulement. Il y a aussi tout ce qui est. C'est l'ensemble de la réglementation acoustique des bâtiments. Donc, il y aura peut-être des choses là-dedans, ouais, certainement. On trouvera, effectivement. En tout cas, merci vraiment beaucoup pour vos interventions. C'était très riche. Alors, on voit que le bruit, c'est très technique.
On voit que c'est une affaire aussi un peu de spécialistes entre ce qui concerne le bruit au titre du Code du travail et des différentes sources sonores, mais également sur l'aménagement des locaux de travail, sa conception. Donc ça ne peut pas être pris à la légère parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a un enjeu aussi financier derrière qui est important, vous l'avez nommé, un enjeu aussi social, humain, qui est hyper important. Donc, on voit bien que le bruit, alors oui, on n'en meurt pas, mais néanmoins, c'est un risque professionnel à part entière sur lequel il y a des enjeux très forts et qu'on ne peut pas le prendre à la légère. Donc, une évaluation en bonne et due forme avec une bonne caractérisation du bruit est importante pour trouver des mesures de prévention adaptées. Se termine en tout cas notre webinaire d'aujourd'hui autour de la prévention du risque bruit en entreprise. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre intervention qui était vraiment très professionnelle et très enrichissante. Et puis, on se retrouve maintenant en 2023 pour un nouveau planning de rendez-vous santé-sécurité au travail. Très belle journée à vous et très belle fête de fin d'année. À bientôt. Au revoir. Au revoir.